Vous le savez, hein, les 3/4 de ce que nous consommons sont produits en France et notre pays consacre 20% de sa production agricole en volume à l'export. Ces 10 dernières années, vous le savez aussi, notre balance commerciale agroalimentaire est restée positive. Alors ça, c'est la photo sur le buffet France. Derrière se cache une réalité bien plus complexe avec des situations contrastées suivant évidemment les filières et les types de production. Pour en parler, pour parler aussi de notre souveraineté alimentaire au moment où l'Europe se réinterroge sur son fonctionnement et ses priorités, je vous demande d'accueillir nos invités pour notre table ronde. Leïla Raoult, venez me rejoindre. Éric Thirouin, vous pouvez les encourager. François-Xavier Huard et Yves Lemorvan. Je vous en prie, installez-vous. Alors vous réagissiez, hein, vous aussi, pendant les derniers propos. On ne va pas hésiter à les commenter. Il y a eu beaucoup de choses de dites, mais je vous présente déjà Leïla Raoult. Vous êtes déléguée générale de la FCD, qui est la Fédération du commerce et de la distribution. Votre organisation professionnelle regroupe plus de 50 adhérents, enseignes de la grande distribution alimentaire ou spécialisée. Éric Thirouin, bonjour, vous présidez l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales, l'AGPB. Vous avez des choses à nous dire sur le subtil équilibre entre durabilité et compétitivité, et bien sûr sur l'évolution de la relation entre l'Union européenne et l'Ukraine, et vous allez corriger, je crois, certains propos. François-Xavier Huard, vous êtes le président directeur général de la Fédération nationale de l'industrie laitière, la FNIL, qui regroupe la quasi-totalité, on peut le dire, des entreprises laitières privées, des grands groupes internationaux, des ETI, des PME, soit une centaine d'adhérents. Yves Lemorvan, vous êtes le responsable filière et marché d'Agridé et membre de l'Académie d'agriculture de France. Parmi vos nombreux travaux, nous évoquerons celui de la souveraineté par le prisme du poulet. Ça a été d'ailleurs l'objet d'une des questions. Allez, place au débat et on commence tout de suite par votre définition de la souveraineté européenne et nationale. François-Xavier Huard, qu'est-ce que vous mettez derrière cela ? Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation et je remercie l'ensemble des équipes d'Agridé de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Alors, on a la chance dans notre pays d'avoir une belle langue française et la langue française, les mots ont un sens. Il faut toujours revenir un peu à l'étymologie. Quand on regarde souverain, l'étymologie de souverain, ça vient de superus, c'est du latin, ça veut dire supérieur. Et donc, ça évoque l'exercice d'un pouvoir, d'une autorité, sur un territoire et c'est la population, en fait. Et alors, une fois qu'on a fait un petit peu ce cours d'étymologie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que souvent, j'ai l'impression, on parle beaucoup de souveraineté, mais on ne met pas forcément la même chose derrière. Absolument. Et c'est important de pouvoir se dire ce qu'on met derrière. Et la plupart du temps, on assimile souveraineté à autosuffisance, alors qu'en fait, la souveraineté, c'est la maîtrise de la pilotage de ses filières et aussi de l'alimentation de sa population, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut être autosuffisant sur tous les sujets. Dans la filière laitière, notamment, on a quelques sujets. Sur la partie notamment de la matière grasse laitière, on peut être tenté de dire il faut qu'on soit aussi autosuffisant là-dessus, alors qu'on est déficitaire structurellement, mais parce qu'on fait beaucoup de fromage et parce que ça s'explique aussi par la production de notre territoire. Donc voilà, donc souveraineté, que ça soit nationale ou européenne, c'est surtout avoir la maîtrise en fait de la façon dont on contribue à l'alimentation de sa population. Et on l'a bien vu, c'est un sujet qui peut être critique, on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. On est tombé souvent près de la falaise en se disant, demain, est-ce qu'on va pouvoir continuer à alimenter notre population ? Voilà. Donc être souverain, c'est d'abord continuer à avoir de la maîtrise et avoir une politique active et être conscient des forces et des faiblesses sur lesquelles il faut qu'on avance. Pour l'export notamment. Yves Lemorvan, votre définition ? Le départ de la définition, on pourrait le reprendre dans une très belle étude qui a été faite par François Guémer il y a un an sur la question de la souveraineté par les indicateurs de bilan. Je crois de mémoire, la définition qui était apportée, il y a 3 points, 3 items, c'est la capacité d'autodétermination. Donc autodétermination, il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'import ou l'export, c'est être la capacité de décider de son sort. Donc l'autodétermination.
Sur les systèmes alimentaires, c'est le deuxième item, et ça me paraît important, parce que quand on dit système alimentaire, on allie l'agriculture et la chaîne alimentaire. On ne scinde pas le système, c'est tout ça en même temps, qui se déploie sur les territoires. Et là, c'est très important aussi, parce que se pose la question géographique. Quand on pose la question de la souveraineté, nous, à Agridé, quand on a réfléchi sur le sujet par le biais du malheureux cas du poulet, on y rajoute, et en se protégeant de concurrents qui pratiquent des normes environnementales et sociétales radicalement différentes des nôtres. Pourquoi chuter là-dessus? Parce qu'il faut être capable de choisir. On n'est jamais dans une possibilité d'être souverain intégralement, bien sûr. D'ailleurs, est-ce absolument nécessaire? Oui. Bon. Sur quelle zone géographique? C'est vrai que le marché intracommunautaire est fondamental, mais pas que. C'est une définition qui ne suffit pas. On a le droit de se poser la question de la souveraineté au niveau national. La France, c'est pas mal tout Chypre. On a un potentiel agricole. On a le droit de se poser des questions quand même. Et puis ensuite, évidemment, il faut pointer du doigt la problématique de la relation entre l'Union européenne et les pays tiers, et notamment la non-resignature des engagements internationaux qui nécessitent quand même d'être révisités. Tout ça donne une définition de la souveraineté alimentaire en forme de poupée gigogne, territoire, national, Europe, et avec une protection réelle au niveau extérieur. Merci d'avoir souligné cette importance aussi du géopolitique et je vous propose qu'on l'aborde aussi. Éric Thirouin, en avril, les eurodéputés, et Jean-Dominique Giuliani l'a souligné, ont reconduit l'exemption des droits de douane sur les importations agricoles venant de l'Ukraine, avec des restrictions renforcées, mais le blé tendre et l'orge ne sont pas concernés par cet accord. Votre réaction a été immédiate. Je cite, « On ne peut pas sauver l'Ukraine au détriment des céréaliers européens ». C'est ce que vous avez dit. Vous avez été à l'Élysée, d'ailleurs, rencontrer le président. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Oui, effectivement, j'aurais eu bien envie de réagir tout à l'heure au président. Voilà qui disait qu'il y l'occasion. avait des choses. Non, il n'y a pas eu sur le blé. Et je pense que c'est symptomatique de la situation dans laquelle on est. Alors, il y aurait 10 000 choses. Il va falloir que vous me restreigniez. Effectivement, début mai, j'ai pu le redire en tête-à-tête, enfin pas en tête-à-tête, mais entre quatre yeux au président de la République à l'Élysée. L'Élysée a réagi, et la France a réagi et est intervenue pour que le blé puisse avoir une protection, c'est-à-dire, grosso modo, il y avait 1 million de tonnes avant la guerre de possibilités d'importation de blé sur l'Europe. Et en fait, ils ont, au-delà, c'était une taxe de 95 € la tonne, donc autant vous dire que c'est dissuasif. Bon, ben en fait, entre avant la guerre et aujourd'hui, on a multiplié par 20 les importations de blé. Et comme ça a été dit justement, on ne l'a pas été importé en France, ça a été importé tout autour de la France. Et donc effectivement, nos débouchés, du coup, se sont retrouvés bouchés. Voilà. Et donc cette année, on va avoir des stocks de fin de récolte extrêmement élevés. Bon, alors la récolte qui va avoir peut-être va corriger les choses, mais donc en fait le problème de fond, c'est pas tellement. Alors bien évidemment, pour moi, céréaliers, mes collègues, c'est essentiel. C'est un problème de prix et donc une pression qu'on a eue sur les prix, sur notre revenu. Mais je pense qu'ici, avec les thématiques que vous avez choisies, on va essayer d'élever le débat. Le problème, c'est quelle capacité, puisque la souveraineté, c'est, moi j'aime bien la définition, c'est une capacité à pouvoir décider. Et en fait, qu'est-ce que l'Europe a décidé en disant je remets des taxes un peu sur tout, sur la betterave, sur les poulets, et encore on pourra en discuter, les œufs, etc., mais je ne mets pas sur le blé. Ça a été de dire, tant pis pour les céréaliers français, je vais laisser les Ukrainiens à continuer de faire du cash c'est un soutien militaire sur l'Europe. Déguisé. C'est l'inverse d'un soutien militaire. Ouais. C'est un soutien financier. Ouais. Et je pense qu'effectivement, un certain nombre de pays ont trouvé qu'ils n'arrivaient pas à faire un soutien militaire avec des armes, contrairement à ce que la France a fait. Et donc, c'est dit, on va leur laisser la capacité de vendre du blé à l'Europe, qui est crédible, qui paye comptant, qui est sérieuse et qui assure un débouché, et en plus, avec une logistique moins chère. Donc, il y a eu une faveur qui a été accordée à l'Ukraine au détriment des céréaliers français. Et effectivement, j'ai réagi parce que on ne peut pas, dans le débat qu'on avait tout à l'heure sur le devenir de l'Ukraine à l'intérieur de l'Europe ou pas à l'intérieur de l'Europe, on ne peut pas commencer en disant mais on va les intégrer. Demain, il va falloir les intégrer, mais aujourd'hui, on vous démontre qu'on n'est pas capable de vous protéger.
Et ça c'est un problème politique grave. Oui. Donc, c'est pour ça que je précise que la France a réagi. Mais n'empêche que l'Europe à 27 a laissé couler le sujet. Absolument. Par contre, je voudrais corriger, puisque ça fait un deuxième débat et important, c'est que le problème, c'est pas l'Ukraine. Hein. Le problème, c'est la Russie. C'est la Russie qui a envoyé son blé massivement comme une arme militaire alimentaire. Avec des bateaux gratuits, avec même. 6 bateaux gratuits en Afrique, qui fait que systématiquement, quand la France essayait d'arriver sur un pays au-delà des bateaux gratuits, qui est quand même très différent de la loi du marché et de la demande, eh bien, se mettait systématiquement plusieurs dizaines d'euros en dessous. Mais il s'est passé la même chose sur l'Ukraine. Du coup, l'Ukraine ne pouvait plus aller dans ses pays habituels, et donc elle a pris les pays européens. Et du coup, nous, on s'est retrouvés coincés à l'extérieur par la Russie, et du coup aussi de façon en cascade, de la même façon. Ouais, en une Europe. vraie stratégie géopolitique. Donc là, il y a vraiment une arme alimentaire forte. Et vraiment, la question, c'est est-ce que l'Europe a compris ça et elle est capable de se battre avec les mêmes armes que Poutine. Justement, vous aviez votre congrès des céréaliers il y a quelques jours et vous avez présenté justement aux candidats européens 4 propositions pour, je cite, redonner une nouvelle dynamique à la politique agricole européenne. Rapidement, vous pouvez nous les exposer ? J'ai dit qu'il fallait me tenir. Je vous tiens, je vous tiens. Je vais peut-être pas vous dire les 4 parce qu'il y en a une, je crois que vous allez parler d'engrais après, mais on va faire des propositions sur l'engrais, donc je vais laisser celle-ci. Non, la première, c'est un problème de budget. Je vous invite, je suis apolitique et je ne vais pas faire de politique. Je vous invite à regarder tous les partis politiques qui se sont présentés, qui se présentent à nous pour dimanche prochain. Et vous faites le compte, dans ceux qui sont éligibles, combien y a-t-il d'agriculteurs ou combien il y a de gens intéressés par le sujet agricole. Il va falloir une main, et sur la main, je vous laisse compter les doigts. Ça va pas aller loin. Et ben, je pense qu'on a un premier sujet, c'est qu'il va y avoir 81, je crois, députés européens. Le budget agricole est le plus important, il fait le tiers. Ben, il n'y aura pas le tiers des 81 qui seront intéressés par l'agriculture. Donc ça veut dire que nos politiques français ont décidé de parler d'agriculture, mais concrètement, ils n'investissent pas sur l'Europe, sur ces sujets agricoles. Or, quand on parle de géopolitique, de souveraineté, d'armes alimentaires, mince, tous les politiques, quels qu'ils soient, je ne fais pas de politique, où êtes-vous ? Il va falloir vous réveiller. Parce qu'en fait, vous avez laissé aux autres pays européens de le faire. Donc, sur le budget agricole, en fait, il s'avère que quand on regarde jusqu'en 2027, depuis quelques années, eh bien, le pouvoir, je reprends des propos qui sont nommés par certains experts ici dans le fond de la salle, le pouvoir d'achat quelque part, le pouvoir de soutien par le DPB et les aides de la PAC va baisser de 32%. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, les aides de la PAC sont données en euros courants. Donc il faut redonner des moyens à la PAC ? Donc avec l'inflation qu'il y a, ce qui fait que le soutien à l'agriculture, en fait, mathématiquement, il va être réduit d'un tiers d'ici là. Or, ça a été dit tout à l'heure, il y a de plus en plus d'exigences, de choses à faire. Comment pouvoir être compétitif avec un soutien de l'Europe qui dégringole ? Donc on a un problème d'engagement politique, on a un problème d'engagement financier sur ces sujets-là. Et puis bien évidemment, j'ai fait un certain nombre de propositions sur, sur notre capacité à exporter. Je pense qu'il faut qu'on retrouve des assurances à l'export. Je pense qu'il faut qu'on retrouve une vraie capacité française et pourquoi pas européenne de nous permettre d'accompagner les exportateurs pour qu'on soit à armes égales avec la Russie sur les marchés internationaux. Je pense que c'est essentiel. On reviendra là-dessus, bien sûr. On revient également sur l'élargissement de l'Europe qu'on a évoqué avec M. Giuliani. Donc la guerre en Ukraine a accéléré le processus d'élargissement de l'UE. Parmi les récents candidats, on retrouve évidemment l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, et qui viennent dans la liste d'attente déjà occupée par la Macédoine du Nord, l'Albanie ou encore la Bosnie-Herzégovine. Laïla Raoult, quelle opportunité de sourcing voyez-vous dans cette Europe élargie ? L'opportunité de sourcing dans une Europe élargie. Je pense que c'est pas vraiment comme ça qu'on raisonne à la FCD. On a Alors, effectivement suivi ce débat sur la souveraineté alimentaire française versus
européenne, puisque le débat est souvent posé comme ça et pas forcément intelligemment. Donc j'étais ravie d'entendre que les invités autour de la table avaient une vision un peu plus constructive, effectivement, de la souveraineté. Parce que moi, je m'inquiète effectivement d'un débat qui... En fait, moi j'ai l'impression que le débat sur la souveraineté alimentaire française, malheureusement, il devient de plus en plus un débat sur le protectionnisme alimentaire français qu'un débat sur la souveraineté réellement. Et effectivement, c'est extrêmement inquiétant pour nos filières qui, pour beaucoup, sont des filières exportatrices. C'est très inquiétant pour nous aussi en tant qu'acteurs de la distribution, parce que évidemment, même si l'origine France est très favorisée dans les magasins parce que c'est une demande du consommateur, c'est bien parce que c'est une demande du consommateur que l'origine France est soutenue dans les magasins de la distribution. Mais il n'empêche qu'il y a évidemment des produits qui viennent du marché européen et des produits qui viennent du reste du monde. Le jour où on produira du café français ou du café européen, on pourra le faire, mais il y a aussi des productions qui ne sont pas du tout produites en Europe. Et voilà, je m'inquiétais de tout ça. Je m'inquiétais de la façon dont on percevait l'Europe, de se dire que c'était bien quand ça rentrait, mais qu'il fallait absolument pas que ça sorte. Donc on veut bien prendre l'argent européen, mais il faut surtout pas faire rentrer des produits européens sur le marché français comme si les produits européens étaient par nature de mauvaise qualité. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que qu'on se batte effectivement pour qu'il y ait des règles communes, ça, je pense qu'on ne peut pas être contre et qu'il n'y a pas un acteur économique qui dira que mettre en place des clauses miroirs dans tout type de contrat, ça paraît être le b.a.-ba d'un business équitable et d'un level playing field. Mais par contre, fermer les frontières, je pense que c'est la catastrophe pour nous tous. Et si je dois donner un exemple aussi intéressant là-dessus, c'est qu'effectivement, on s'interroge souvent sur notre capacité effectivement à produire en France, parce que on a une culture productiviste, industrielle, agricole, mais on ne s'interroge jamais sur notre capacité à s'approvisionner. Par exemple, pendant la crise Covid, notre secteur a trouvé des masques, par exemple. Alors, c'est pas de l'alimentaire, mais ça se produisait pas chez nous. Et la capacité, la souveraineté d'un pays, c'est aussi sa capacité en fait à disposer ou à s'approvisionner des produits de première nécessité dont il a besoin, même s'ils ne sont pas produits sur le territoire, avec notre capacité d'achat, parce qu'on a la chance en France non seulement d'avoir une magnifique agriculture, une très glorieuse et grande industrie agroalimentaire avec plein de PME et des grands groupes qui rayonnent dans le monde entier, mais aussi d'avoir une grande distribution extrêmement forte, qui est non seulement extrêmement forte en France, mais qui s'exporte aussi à l'international. Et d'ailleurs, souvent, c'est pas assez réfléchi, mais dans notre capacité à exporter, la grande distribution est un levier pour beaucoup de PME, puisque dès lors qu'elles vendent à un grand groupe international, les produits MDD peuvent se retrouver sur des étals partout dans le monde. Et c'est pour ça que les choses ne sont pas aussi simples qu'on aimerait les décrire. Il faut regarder effectivement précisément sur chacune des filières les impacts qu'ont les choses. Effectivement que la guerre en Ukraine, pour certaines filières, c'est compliqué. Mais il y a aussi des chocs conjoncturels qu'on doit absorber dans un monde qui est de plus en plus en proie aux crises exogènes. Et évidemment qu'il faut se serrer les coudes et qu'on ne peut pas accepter que tous les produits entrent n'importe comment sur le marché intérieur, mais il y a aussi effectivement des enjeux diplomatiques, des enjeux géopolitiques qui nous dépassent. Sur le terrain. On va rester sur le terrain européen, si vous le voulez bien. En début d'année, face à la colère évidemment du monde agricole, Laïla Raoult, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, a appelé les opérateurs à être responsables économiquement et patriotes de l'agriculture française. Est-ce que se reposer sur des centrales européennes d'achat, c'est manquer de patriotisme ? Non, absolument pas. C'est le contraire d'un manque de patriotisme. Non seulement, ce que je disais, c'est que le raisonnement européen est souvent le bon échelon. Je dis pas qu'il est le bon échelon tout le temps, mais on voit bien que notre marché est un marché qui doit se structurer au niveau européen, sinon il n'y a plus d'Europe. Enfin, je veux dire, si on arrête, on ne va pas voter dimanche, on abandonne tout. On a commencé par le marché unique. Je vous rappelle que l'Europe, c'est aussi la paix. C'est ce qui fait aussi que nous sommes tous réunis dans un même ensemble. Parce que le jour où, effectivement, la guerre dépasse les frontières de l'Europe, tous ces débats paraîtront bien dérisoires par rapport aux réalités auxquelles on sera confronté. Donc, c'est d'abord, effectivement, un territoire qui assure la paix entre des peuples unis. Donc, de fait, une forme de
prospérité économique, puisque la paix permet aussi de pouvoir prospérer dans une économie positive et pas effectivement avec l'économie de la destruction. Et c'est aussi un territoire effectivement qui permet de raisonner à une échelle de production de marché pour des grandes entreprises qui paraît être la bonne économie, la bonne échelle. Alors, C'est pas un faux débat. Moi, je comprends qu'on s'interroge sur l'intérêt des centrales européennes. Les centrales européennes, elles servent aux distributeurs qui sont soit des distributeurs qui eux-mêmes achètent et vendent à l'échelle européenne, soit des distributeurs qui s'allient avec d'autres distributeurs européens à négocier avec des entreprises qui elles-mêmes sont installées sur plusieurs marchés européens. Donc c'est pas pour négocier avec la PME du coin ou avec l'agriculteur du coin qu'on a une centrale européenne. Une centrale européenne, elle sert à négocier avec des multinationales à l'échelle européenne ou internationale pour essayer d'aller chercher effectivement le prix le moins cher, c'est ça ? Et le prix et des volumes pour des marchés qui sont bien plus larges que le seul marché français. Alors, justement, sur cette question des prix les Et moins juste, chers... excusez-moi, parce que allez-y rapidement. je complète simplement, parce que vous parliez de patriotisme. Aller chercher effectivement du pouvoir d'achat pour les Français, c'est justement être patriote, bien au contraire. Joli atterrissage. Alors justement, sur cette guerre des prix, sur les prix les moins chers, il y a un rapport qui ne vous a pas échappé du gouvernement publié en mars dernier sur le sujet de la souveraineté alimentaire, vous l'avez tous lu. Je cite un passage, « La guerre des prix entre les enseignes de la grande distribution peut contribuer à la hausse de nos importations ». Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je réponds que... je ne suis pas sûre que ce soit l'explication fondamentale de la hausse des importations, comme je ne suis pas sûre que la phrase de Marc Fesneau, qui d'ailleurs nous a accusé la grande distribution de manque de patriotisme pendant la crise, ne soit pas une façon de faire diversion et de ne pas regarder les problématiques en face. C'est-à-dire que la crise agricole qui a secoué le monde agricole en Europe, elle ne naissait pas de la problématique de la relation avec la grande distribution, enfin de la négociation commerciale, comme ça peut être le cas parfois d'ailleurs. Elle naissait d'une problématique bien plus profonde qui était sa compétitivité, son incapacité effectivement à suivre la concurrence internationale à cause d'un certain nombre de règles et de normes qui lui semblaient injustifiées, une question de rémunération, une question de PAC, enfin il y avait beaucoup de sujets qui étaient en jeu. Et effectivement, on tente souvent de faire diversion parce que c'est plus simple effectivement de manifester sur des parkings de supermarchés que sur des autoroutes. C'est beaucoup moins dangereux, beaucoup mieux encadré et surtout beaucoup plus habituel. Tout ça est beaucoup mieux contrôlé par les préfets et les services de police. Et d'ailleurs, nous accueillons les agriculteurs régulièrement sur nos parkings. Mais il n'en demeure pas moins que le sujet de l'importation, c'est un sujet de compétitivité de la ferme France. Et c'est un sujet aussi de la capacité des Français à suivre une évolution de l'offre qui est dictée un peu par l'État et par les normes environnementales ou par les normes de qualité. Par exemple, on a lancé très fort le bio, puis on s'est rendu compte qu'on arrivait un petit peu à saturation sur le marché. Dites-nous les évolutions, justement. Et les évolutions qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les produits premium, ils sont à l'essoufflement, quoi. C'est comme si on avait atteint un petit peu le marché qu'on pouvait, enfin, toutes les personnes qu'on pouvait atteindre sur ce segment de marché. Et on a un effondrement des volumes qui perdure avec... on vient de passer deux années avec 20% d'inflation alimentaire, hein, donc c'est normal qu'il y ait un effondrement des volumes, mais qui perdure un peu et qui nous inquiète parce qu'on voit bien que la question du prix reste une question fondamentale malgré le fait que l'alimentaire soit assez importante quand même dans le budget des Français. On dit que c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Et c'est surtout beaucoup pour les Français les moins aisés, puisque la moyenne ne correspond pas à grand-chose. Si on regarde les écarts types de revenus, évidemment que pour les Français les moins aisés, la part de l'alimentaire dans le budget est extrêmement forte. C'est lié aussi au fait que le logement explose dans le budget des Français et que du coup, effectivement, on renonce beaucoup à l'alimentaire. Et évidemment qu'il y a un sujet de guerre des prix, je ne vais pas dire qu'il n'existe pas, évidemment qu'il faut des lois qui encadrent pour protéger les maillons faibles dans une négociation commerciale. Cependant, il faut qu'on se pose tous collectivement autour de la table pour savoir quels sont les besoins et quelles sont les évolutions de consommation de demain, pour savoir quelle agriculture on doit aussi produire et quelle industrie on doit produire pour suivre la consommation et pas être uniquement dans une politique de l'offre, mais aussi dans une politique qui tente de suivre la demande, parce que malheureusement on voit bien qu'il y a des choses qu'on offre qui ne trouvent pas preneur.
On voit bien qu'il y a un effondrement de certaines marques nationales dont les tarifs sont trop élevés. On voit bien qu'il y a un effondrement de certaines productions qualitatives, du bio. Et de certains produits français. Et de certains produits Il y a français. la viande, les fruits et Voilà, légumes, c'est bien ça. De certains SICO, de certains labels de qualité, ce qui est évidemment extrêmement dommageable. On aimerait que ces productions puissent encore pénétrer plus de marchés. On voit bien que là, on a un ralentissement. Donc posons-nous la question des évolutions de consommation et de la capacité des Français à évoluer et à surtout avoir des possibilités de pouvoir d'achat pour pouvoir suivre une consommation de plus en plus qualitative. Effectivement, peut-être qu'on est allé un peu trop vite. Un peu trop vite. On va revenir là-dessus. On va parler de relance productive. Cette notion, Yves Le Morvan, elle est chère à Agridé. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme? Est-ce que c'est seulement l'affaire de la production animale et des fruits et légumes? Il marche, votre micro. Oui, alors à Agridé, on a voulu parler tout d'abord de production. C'est la première réflexion il y a un an, parce qu'on a eu le sentiment que, y compris dans la bouche des agriculteurs eux-mêmes, des chefs d'entreprise agricoles, le mot production devenait connoté tel qu'une partie de la société renvoyait ce mot-là, c'est-à-dire production égale productivisme, pour faire un peu caricatural. Donc on s'est intéressé à ce mot-là et à une utilisation qui devenait presque compliquée. Ça, c'est le premier point. La production, c'est noble, de même qu'on doit parler d'entreprise, de même qu'on doit parler d'industrie. Évidemment, on doit très à l'aise parler de production. Et le deuxième sujet, puisqu'on a voulu regarder quelques filières, par le prisme de questionnement sur la souveraineté, c'est de se dire, finalement, si de temps en temps on se pose des questions de souveraineté à différentes échelles, nationales ou européennes, c'est que, certes, il y a des pays qui sont très compétitifs pour des raisons ou d'autres, mais aussi parce qu'on s'affaiblit dans la production, notamment en volume de production, mais aussi en qualité de production. On a regardé ça à travers le cas du poulet, mais le cas du poulet, c'est absolument caractéristique. Ce matin, on était à l'AG de la FNIL. Pour le lait, c'est tout aussi vrai. La collecte laitière baisse. Donc, on a voulu se dire qu'un des moyens de restaurer une forme de souveraineté alimentaire, donc de meilleur équilibre dans les filières, import-export, c'était tout simplement de se doter d'une capacité de relancer une forme de production. C'est vrai que cette terminologie-là va mieux à certaines filières qu'à d'autres. Certaines sont exportatrices, d'autres sont importatrices, d'autres sont plus ou moins équilibrées. Mais il faut porter le débat. Porter le débat sur production et sur l'aspect relance. Voilà ce qu'on a voulu faire au-delà de ce qu'on évoquera peut-être plus tard, le cap du poulet. On va l'évoquer, absolument. J'aimerais qu'on reste sur ce terme de relance productive. Éric Thirouin, quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit « c'est un terme tarte à la crème ». Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière la relance productive? On a un slogan depuis des lustres à la GPB qui s'appelle « Produire plus, produire mieux ». C'est la baseline de la GPB. C'est les deux, plus et mieux. Et du coup, c'est choquant de voir que votre question, c'est seulement pour les produits animaux, les fruits et légumes. Non, les céréales sont tout autant concernées. Et c'est pas parce qu'on est exportateur. Je rappelle quand même qu'en Europe, on est importateur net en calories. C'est important, là, si on parle de l'Europe, il faut quand même l'avoir en tête. Même si on exporte des céréales, un quart de ce qu'on produit en France va en Europe et l'autre quart sur pays tiers. Donc la moitié est exportée, mais la moitié de cette moitié est bien évidemment en Europe. Alors, donc il y a besoin de relancer cette production. Et pourquoi je dis que c'est un sujet grave, c'est que l'ensemble de mes collègues le savent, mais pas encore les politiques. Je me bats depuis des mois, des années, puis au moins 2 ans. C'est qu'on va devant un effondrement. Parce qu'en fait, on n'a plus de produits de protection des cultures. Si ceux qui connaissent un petit peu l'agronomie, ou même les autres, si vous prenez votre voiture, là, en ce moment-là, dans les jours, les semaines qui viennent, vous allez vous balader n'importe où, même en TGV à grande vitesse, vous allez voir les champs infestés de mauvaises herbes. Et il y a beaucoup de nos collègues qui, aujourd'hui, ne vont pas récolter leurs champs, tellement ils sont infestés de mauvaises herbes. Et le problème, c'est qu'on n'a plus les moyens de maîtriser ces mauvaises herbes. Mais une fois que les mauvaises herbes sont là et que les graines sont là, mais c'est pour des années. Et donc, on a un vrai sujet où on a abandonné cette partie pour des raisons de produire mieux, sans se préoccuper si on pouvait encore produire. Et on est arrivé à un précipice. Donc, je donne l'exemple des mauvaises herbes, mais si j'avais été dans les betteraves, je donnerais d'autres exemples. Enfin, voilà, toutes les productions sont concernées. Donc, on a besoin d'avoir à nouveau un réveil, un sursaut pour protéger notre agriculture et notre capacité à pouvoir décider, notre souveraineté, comme on l'a dit tout à l'heure. Le deuxième sujet, c'est de développer notre capacité à nous adapter.
Nous adapter au changement climatique, j'ai envie de réagir aux propos précédents, nous adapter aussi à l'offre et à la demande. Voilà, quand mes collègues qui font des œufs, on leur dit il va falloir supprimer les cages et pour avoir des œufs qui soient d'extrême qualité plein air, alors qu'en fait le consommateur aujourd'hui veut que des œufs en cage, il s'en fiche ou en plein air ou pas, il achète le premier prix, en fait on se retrouve aujourd'hui dans l'incapacité de satisfaire la demande. Donc il y a un moment, je pense que ce qui va être capital, c'est qu'on nous redonne la liberté d'entreprendre. Le président Giuliani l'a dit tout à l'heure, il va falloir arrêter les surréglementations et redonner notre capacité à entreprendre, à innover, à nous adapter à la loi du marché, à nous adapter aux exigences et aux demandes, à nous adapter à la situation climatique, aux aléas climatiques et de pouvoir protéger nos cultures. Alors il y a certaines sanctions réglementaires qui passeraient de pénal à administrative. Il y a quand même du mieux. Alors là, vous parlez de la LOA. Oui, absolument. Dans la LOA, effectivement, ça fait partie des... J'espère victoire, j'espère que la loi elle ira au bout sur ce point-là. Une loi, c'est pas vraiment une loi d'orientation, c'est une loi. Bon, déjà, premièrement, faut la remettre à sa hauteur. Mais sur ce sujet-là, c'est un point important où effectivement, aujourd'hui, un agriculteur qui touche à une haie, il a des risques de centaines de milliers d'euros d'amende et de prison. Bon, je pense que c'est la moindre des choses de revenir, comme c'est prévu actuellement dans la sortie de l'Assemblée nationale, à des amendes contraventionnelles peut-être, mais des choses qui soient proportionnées et qui puissent faire. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans cette attitude de pression et d'oppression réglementaire, d'autant plus que la justice aujourd'hui a plutôt tendance à avoir la main lourde dans tous ces sujets environnementaux, eh bien en fait, vous avez une chape de plomb qui pèse sur beaucoup de mes collègues qui sont angoissés à dire qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je peux sortir, est-ce que j'ai le droit d'aller broyer, oui mais s'il y a un nid, s'il y a ceci, s'il y a cela. Non, on l'a bien entendu dans la colère notamment. Vous avez tout à fait raison. François-Xavier Huard, c'est un point positif. C'est un point positif. François-Xavier Huard, parlez-nous de la compétitivité de votre filière. Merci. Je voudrais juste revenir sur les questions de la relance productive parce que c'est lié. Ouais. Je pense que le sujet fondamental est de savoir si, dans ce pays, on souhaite que nos filières alimentaires soient aussi stratégiques que de produire de l'hydrogène vert, que de produire des batteries au lithium, que de produire des mini-réacteurs nucléaires. On n'entend aucune prise de parole. Quand on revient sur les sujets de souveraineté, il y a l'amour et l'épreuve d'amour. Moi, j'aimerais que, avant de s'occuper des terres rares, on s'occupe d'abord des terres, tout court, de ceux qui les cultivent et de ceux qui font de l'élevage dessus. Et je suis désolé, mais quand on entend un ministre de l'économie dire que de satisfaire qu'à un moment donné, l'inflation alimentaire soit maîtrisée, jugulée, et que derrière, on va pouvoir revenir à une période de 10 années de déflation alimentaire dans lesquelles des filières alimentaires entières ont été mises au bord du précipice, je ne suis pas rassuré sur ce point-là. Donc je serai rassuré quand on se dira concrètement qu'au même niveau que ces autres secteurs stratégiques, les filières alimentaires et les filières dans lesquelles notamment on a beaucoup d'avantages, en particulier dans l'élevage, en particulier dans l'élevage laitier, dans la production et l'industrie laitière, on y arrivera. Demain, le projet de loi là, en examen au Sénat a quand même replacé l'agriculture au cœur du débat. C'était un signe aussi fort par rapport aux agriculteurs. Il y a l'amour et l'épreuve d'amour. Attendez que le Sénat se prononce. Je ne doute pas que les sénateurs donnent des preuves d'amour, mais pour l'instant, le compte n'y est pas, et on sait très bien qu'il y a un certain nombre de sujets, et notamment un texte qui est attendu sur Egalim, je crois qu'on est à 4, c'est ça, voilà. On va en parler. Voilà, donc ça sera la 7e loi en l'espace de 12 ans sur le sujet. Donc, et je réagis sur ce qu'on s'était dit précédemment. On est en train de se satisfaire du fait qu'on passe de certaines sanctions pénales à des sanctions administratives. Enfin, au secours, laissons la liberté contractuelle, renforçons la capacité des acteurs à intervenir. Je souhaite qu'une administration puisse enfin devenir accompagnatrice et non pas sanctionnante. Et sur le sujet compétitivité, puisque c'est un sujet central, je pense que c'est l'angle mort actuellement des débats. On a l'impression qu'on peut résoudre tous les problèmes de la terre et des revenus des différents maillons des filières alimentaires par le prix, sauf que la rémunération, le revenu d'un acteur économique, c'est la différence entre un prix et un niveau de charge. Or, on sait pertinemment, et je me
place les acteurs que je représente, les laiteries, les fromageries sur le territoire, nous sommes actuellement pas compétitifs par rapport à des acteurs étrangers. Est-ce que c'est le prix du lait qui pose un problème de compétitivité ? La très grande majorité des entreprises sont bien au-dessus des formules de prix qu'elles appliqueraient normalement, conformément à leur contrat, pour répondre à l'impératif urgent de maintenir une collecte laitière dans les territoires. On ne se satisfait pas du fait de voir disparaître chaque jour des exploitations laitières et une capacité de production laitière en France. Donc, alors justement, comment vous expliquez les raisons de la stagnation de la production laitière ? C'est pas de la stagnation, on est en baisse de production laitière. On a perdu 3% de la production laitière en 2023. L'année 2024 est un peu moins mauvaise, mais elle n'est pas non plus complètement géniale. On perd des éleveurs parce qu'à un moment donné, on a pris notre responsabilité. On a un prix du lait qui a augmenté de 30% en l'espace de 2 ans et qui a essayé de pallier la difficulté d'augmentation des charges de production des élevages laitiers. Mais face à cela, on a une problématique constante de maintenir des niveaux de charges qui soient compétitifs dans nos entreprises et qui soient compétitifs dans les exploitations laitières. Et donc, il y a un travail important à faire. On parle de prix plancher, sauf que ce prix plancher-là, pour nous, ça n'a pas de réalité économique. Il y a autant de prix de revient que d'élevage laitier. Ce n'est pas le même selon que vous soyez en bio, en conventionnel, en plaine, en montagne, dans le Beaufortin ou dans la Manche. Et en fait, on sait très bien qu'il y a des exploitations laitières. On paierait 100 €, 150 €, 200 € les 1000 litres de plus qu'on n'arriverait pas à atteindre le point mort. Donc le vrai sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces entreprises-là qui, à un moment donné, ont une vraie problématique de compétitivité, comment on arrive à les faire évoluer, transformer, et comment on assure un travail sur la réduction des charges. Ça passe par un environnement social, un environnement fiscal amélioré, et aussi un travail sur les normes, pas uniquement parce qu'on a envie d'enlever des normes, mais parce que l'impôt papier qu'on impose aux acteurs, que ce soit des éleveurs ou des PME, est aussi une charge supplémentaire pour eux. On va revenir sur ces normes et notamment les normes environnementales. Avant ça, Yves Le Morvan, vous avez en 2023 réuni un groupe de travail pour étudier la souveraineté alimentaire sous l'angle de la production de poulet, ce fameux poulet. Pourquoi ce choix ? Alors, le poulet, c'est un animal modeste. On en parle peu, donc on s'est dit. C'est bien pour ça qu'il représente la France, avec, en tout cas dans sa espèce. Il fallait en son parler espèce. un petit peu quand même. Non, on avait le choix dans les filières qui présentent des pentes négatives. Il y a évidemment les fruits et légumes, mais bon, les fruits et légumes, la famille est nombreuse. Alors que quand on regarde la volaille, notamment spécifiquement le poulet de chair, on a un standard, un modèle économique, puis un standard comparatif sur le plan international. Donc à partir de là, on peut essayer de raisonner par rapport et questionner la souveraineté et l'efficacité en matière de compétitivité. Alors, pour rappel quand même, qu'est-ce que c'est que la filière poulet ? En France, au début des années 2000, la France était leader européenne. C'est pas si vieux que ça quand même. Aujourd'hui, on importe 50% de notre consommation en un peu plus de 20 ans. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est ça passé ? nécessite quand même de se poser quelques questions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé plusieurs choses. Ça n'est pas que la faute des autres. C'est aussi une réorganisation progressive de toute une filière qui a été chamboulée par les négociations à l'OMC. Rappelez-vous, début des années 2000, la France était encore une des championnes de la vente de poulet export congelé sur des pays tiers. Et une partie de la filière était construite autour de ça. De même qu'il y a une évolution, une restructuration progressive, une consolidation de la filière qui a pris du temps, peut-être une décennie. Donc il y a des éléments explicatifs d'un temps qui a été consacré à repartir sur de nouveaux marchés, une nouvelle construction, quand les autres se développaient de façon très rapide, et notamment en intracommunautaire, tous les pays d'Europe de l'Est, au premier chef la Pologne, qui est devenu le premier pays producteur de poulet en Europe et un des principaux producteurs, exportateurs également sur pays tiers. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé donc un sujet de production, d'où le concept de relance productive, c'est-à-dire qu'on a stagné en matière de production, en partie pour les raisons de reconsolidation de la filière. Pour donner un exemple, on produit un peu plus de poulet aujourd'hui en volume, en tonnage, qu'il y a 20 ans. La Pologne, on produit 3 fois plus. L'Allemagne, 2 fois plus. Donc on a vraiment un sujet de production et une problématique de relance. Et c'est vrai que les producteurs qui veulent relancer cette production-là sont confrontés à
un corpus de normes, mais aussi il y a des injonctions sociétales qui bloquent. Et comme dans d'autres filières. Non, très, très fortement. Comme beaucoup de filières animales, toutes les filières agricoles souffrent de ce phénomène-là. Mais là, si vous êtes producteur de poulet et que vous voulez non pas construire, mais agrandir votre poulailler, c'est 3 ou 4 ans. Bon, vous le faites ou vous ne le faites pas. Donc, il y a vraiment un petit problème de relance et de blocage aujourd'hui qui nécessiterait d'être soutenu, ou du moins que tout ça soit mis en lumière. Il y a un autre facteur qui rend le cas du poulet très intéressant, parce qu'encore une fois, le questionnement est complexe, c'est l'évolution de la consommation et l'évolution aussi de la sociologie des consommateurs. Il y a 20 ans, les Français consommaient à plus de 50% un poulet entier, c'est ce que le Sénat appelle le poulet du dimanche, quoi. Aujourd'hui, le poulet du dimanche, c'est 15 à 16% de la consommation du poulet. C'est fini. Donc aujourd'hui, on mange des cuisses, des ailes ou des produits très élaborés. Évidemment, c'est-à-dire que la chaîne n'est plus du tout la même. Elle a dû se remettre à niveau par rapport à ça, innover, rechercher, etc. Et ça, évidemment, sur 20 ans seulement, c'est un choc qui a été assez considérable pour une filière qui était déjà ancienne par rapport à des filières qui se sont construites il y a 20 ans. Un abattoir polonais n'est pas du tout construit comme un abattoir français. Il est plus grand, il est complètement robotisé et il est dédié à 25 produits, alors qu'un abattoir français est dédié à 500 types de produits dans sa gamme. Donc tout ça consolidé rend la problématique de la compétitivité d'un côté, mais plus globalement de la souveraineté intéressante. Donc il y a le concept de relance de la production, il y a le concept de la nécessité pour la filière de se remettre en ligne avec les grandes tendances de consommation. Et puis, pour finir, et positivement, il y a la nécessité aussi pour une filière intégralement, de la production jusqu'à l'industrie de seconde transformation, de s'emparer des problématiques environnementales, climatiques, d'attaquer ces sujets, notamment par le biais pour les productions animales, la génétique, la nutrition animale, et donc d'intégrer ces éléments-là dans l'innovation, dans la politique d'innovation et de recherche, pour offrir aux consommateurs toujours à un prix abordable, des produits qui sont conformes à ce qui est demandé. Ce système ne peut être vertueux, ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il y a un minimum de protection, en tout cas sur les pays tiers. Et là, il y a un sujet, on l'a évoqué tout à l'heure, l'Ukraine. L'Ukraine aujourd'hui n'est plus un pays tiers puisque les deux marchés ont été interconnectés. Et donc il y a un véritable effet prix. Une escope de poulet ukrainienne aujourd'hui vaut 2 fois moins cher qu'une escope de poulet française. C'est un petit problème quand même. Voilà. Petit problème, oui, absolument. On verra d'ailleurs comment tout cela évolue avec ces glissements géopolitiques. Alors, vous l'avez dit, hein, les contraintes environnementales nationales comme européennes impactent la relance productive. Leïla Raoult, comment la compétitivité de la distribution peut aller de pair avec les ambitions environnementales ? C'est une problématique à laquelle nous sommes tous confrontés. Alors quand je disais tout à l'heure, on parlait de normes, je ne disais pas qu'il ne fallait pas de normes environnementales et qu'il ne faut pas aller vers plus de qualité, parce que c'est malgré tout une forte demande du consommateur d'aller vers plus de qualité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt à payer le juste prix pour la qualité. Donc, c'est de voir comment il est prêt à suivre cette évolution effectivement du prix pour avoir la qualité qu'il demande. Puisqu'on a des sujets sur les œufs qui ne sont pas que des sujets liés à tout ça. Il y a les sujets d'ovosexage, etc., qui coûtent aussi très cher à la filière. D'ailleurs, la filière, vous parliez des filières poulet, la filière, elle va jusqu'au bout, elle va jusqu'au distributeur. Nous faisons partie de toutes les filières, dont la filière volaille, dans les interprofessions, et par la vôtre, on attend que vous nous invitiez. et je voulais dire que pour la distribution, parce qu'on n'y pense pas souvent, en fait, on est confronté exactement aux mêmes problématiques que notre amont, puisque nous avons une tonne de réglementation environnementale qui nous tombe sur la tête. Pas qu'il ne faille pas le faire, en fait, mais c'est que c'est proposé souvent dans des délais qui sont complètement délirants. C'est-à-dire que les parlementaires, je pense, qui votent ces lois, savent que c'est inapplicable, mais il y a des objectifs politiques à afficher pour envoyer des messages au marché, à la Commission européenne, à je ne sais qui encore. Et donc, du coup, on fait des lois inapplicables plutôt que d'essayer de les rendre applicables, ou alors simplement des objectifs de politique publique qui s'entrechoquent. C'est-à-dire qu'on a un objectif de politique publique en santé, en nutrition, mais qui s'entrechoque avec celui sur la biodiversité, ou qui s'entrechoque avec celui l'économique, ou un autre environnemental, ou un sur le développement d'énergie verte qui s'entrechoque avec celui sur le zéro artificialisation nette. Et en fait, on est souvent, nous, au milieu de ces injonctions contradictoires, mais nous et tout notre amont. Et c'est de ça dont on a du mal à sortir. C'est-à-dire que si au moins il y avait un peu plus de cohérence dans les politiques publiques
sur ces sujets environnementaux, on aurait déjà un petit peu moins de difficultés pour appliquer et réussir à suivre effectivement, et que ce soit et dans la production et dans la distribution, ça enlèverait quand même un surcoût énorme. C'est-à-dire que quand aujourd'hui il y a une absurdité bureaucratique, on rajoute une absurdité bureaucratique par-dessus. Au lieu de créer une loi applicable, on dit on fait un truc inapplicable, mais on fait 250 000 exceptions. Et du coup, vous devez embaucher 350 juristes qui vont envoyer 350 dossiers chacun à 350 administrations différentes pour demander l'exception qui, en fait, pourrit la vie de tout le monde, alors qu'il fallait juste adapter la loi à ce qu'il était possible de faire dès le début. Et c'est assez simple, en réalité. Mais vu qu'effectivement, on est dans un jeu d'aller le plus loin possible, parce que on voit bien que la demande sociétale, elle poursuit les personnalités politiques. Aujourd'hui, au Parlement, tout le monde est vert. Ils ont tous la carte Europe Écologie Les Verts, puisque tout le monde propose des mesures écologiques toute la journée, mais pas forcément avec un objectif global. Oui, en fait. alors il y a qu'un parti qui ne s'est pas du tout saisi pendant les européennes de la question de l'écologie, c'est le Rassemblement national qui ne traite pas de l'écologie dans mais dans les européennes, mais ils votent des amendements écologiques, avec des propositions écologiques aussi, un peu moins que les autres quand même, c'est vrai, pour le reconnaître dans le Parlement, mais c'est vrai que par exemple cette distinction gauche-droite n'existe plus du tout sur ces sujets au Parlement, parce que il faut à tout prix satisfaire les citoyens sur tous les sujets sans tenter de regarder d'abord quelles sont les mesures écologiques qui ont le plus grand bénéfice carbone pour l'économie, puisque c'est quand même ça qu'il faut regarder, c'est le truc le plus utile et le plus efficace, alors que quelquefois on fait des usines à gaz pour quasiment pas d'économie d'un point de vue environnemental, et ça c'est vraiment dommageable pour nos filières, évidemment. Oui, absolument. François-Xavier Huard, à quel rythme votre filière avance notamment sur la réduction des gaz à effet de serre ? Merci de me donner la parole là-dessus, parce que j'ai l'impression dans le discours qu'on essaye d'opposer compétitivité et décarbonation aux transitions écologiques. Du côté de l'AFNIL, on est persuadé qu'on peut faire les deux en même temps, comme dirait l'autre. Et parce que je pense que la transition écologique est un impératif. Enfin, on est aux premières loges dans la filière laitière pour voir les conséquences concrètes sur l'élevage laitier et même sur l'approvisionnement en eau de nos sites de transformation laitière, dont certains ont failli fermer en l'été 2022. Et je dois vous dire que quand une fromagerie ferme, ça veut dire que tous les éleveurs qu'elle collecte se retrouvent en panne de débouchés. Donc on a une vraie problématique. Donc on est conscient de ça. Il y a une attente environnementale, urgence environnementale, une attente sociétale là-dessus, mais aussi c'est un sujet également de compétitivité, dans le sens où les économies laitières ont tout à fait compris l'intérêt de se positionner comme les premières économies décarbonées en lait. Je pense à l'Irlande, je pense à la Nouvelle-Zélande, avec ou pas derrière de vraies réalités factuelles, mais en tout cas ils se positionnent comme ça, et dans les cahiers des charges, que ce soit de nos clients distributeurs ou de la part de d'autres clients dans les industries agroalimentaires qui achètent nos produits laitiers ou nos ingrédients laitiers, demandent de plus en plus à ce qu'on justifie. Il y a une pression, elle est justifiée. Donc à nous de nous intégrer là-dedans et de montrer que l'élevage laitier, non seulement n'est pas un élément du problème, mais un élément de la solution, parce qu'on a la chance d'avoir des actions sur lesquelles, des leviers sur lesquels on peut agir, par la génétique, comme l'a rappelé Yves, la gestion du troupeau, l'alimentation du bétail, mais aussi on a des puits de carbone dans lesquels, effectivement, on a une capacité à pouvoir, à un moment donné, effacer une partie de l'impact des gaz à effet de serre. Donc on est pleinement engagé là-dessus, c'est l'objectif numéro 1 de la filière laitière, et autant il y a des sujets sur lesquels on n'est pas toujours d'accord avec les producteurs de lait, mais autant là-dessus, on a une ambition claire, c'est de garder un volume de collecte de lait constant, une décapitalisation qui ne soit pas une décapitalisation subie, comme dans certains pays. L'Irlande, je vous rappelle quand même, en Irlande, ils vont abattre 200 à 300 000 vaches en l'espace de 2 ans. Aux Pays-Bas, ils vont baisser le cheptel de 40% en l'espace de 3 ans. On ne souhaite pas ça pour la France. Voilà. Donc il y aura une baisse du cheptel, mais qui sera compensée par des rendements et des efforts qui sont tout à fait chiffrables, justifiables et mesurables, et dans lesquels toute la filière est engagée.
Merci. Alors, souveraineté, dépendance, même sujet. Le 13 mai dernier, au château de Versailles, se tenait la 7e édition du sommet Choose France. Tout le monde, je crois, en a entendu parler. Il a été annoncé le lancement par un consortium européen d'un projet d'usine d'engrais azotés dans le nord de la France. À la clé, une production de 500 000 tonnes d'engrais azotés décarbonés par an. Alors, ce consortium est composé évidemment d'industriels européens du secteur de l'énergie et de l'agroalimentaire. Il y a des Italiens, des Allemands, des Néerlandais et la coopérative agricole française In Vivo. Éric Thirouin, ce n'est pas un secret, la France est très fortement dépendante des importations d'azote minéral. D'ailleurs, notre pays, en 2022, importait plus de 80% de ces engrais, qui viennent d'ailleurs en dehors de l'Union européenne. Est-ce que ce projet d'usine, c'est le signe que la France reprend la main sur la dépendance aux engrais ? Ah oui, je pense que au premier plan, comme ça, on peut que se réjouir de pouvoir avoir à nouveau une souveraineté, une capacité de production sur notre territoire et une capacité d'avenir avec ce système de décarbonation. Alors, je suis désolé parce que je vais faire à chaque fois du négatif. Je pense qu'il faut accompagner et c'est très très bien. Le problème, c'est que en fait, si jusqu'à maintenant ça n'a pas pu voir le jour, c'est qu'en fait, quand on importe des engrais conventionnels qui ne sont pas décarbonés, ils sont moins chers. Et donc en fait, ce genre d'usine n'a pas beaucoup d'espoir de trouver clients et rentabilité. Donc en fait, l'Europe a mis en place une taxe aux frontières, la taxe carbone, la MACF, qui permet de faire cette différence de prix entre un engrais conventionnel extérieur et cet engrais décarboné. Qu'est-ce qui va payer en fait le surcoût et cette taxe ? Alors certains disent c'est le consommateur. Non, eh ben non, c'est pas le consommateur parce que le blé il est exporté avec un prix mondial. Donc en fait c'est nous producteurs. Et donc en fait, il y a toute une logique environnementale où on peut comprendre. J'ai dit plein de choses cohérentes, positives. Puis à un moment donné, pouf, la compétitivité finalement, on va la casser au niveau du producteur. Donc là aujourd'hui, c'est pour ça que tout à l'heure je me suis retenu. Moi je demande est-ce que peut-être que comme la TVA ou comme un autre système, on puisse rembourser aux producteurs cette taxe qui va être prélevée aux frontières et à ce moment-là on pourra retrouver un équilibre. Et puisqu'il y a une source financière avec une taxe, la rembourser en fait c'est pas forcément un coût pour l'Europe. Donc je pense que c'est quelque chose de faisable. Mais il va falloir qu'on aille jusqu'au bout de la logique environnementale. Et c'est là l'enjeu, je pense, des défis de demain, c'est que on ait une cohérence politique et qu'on se contente pas de dire tiens on va mettre une taxe, tiens on va subventionner une décarbonation. Non, il faut regarder l'ensemble de la chaîne. Je pense que c'est le défi qu'on a dans les années à venir si on veut garder notre souveraineté, notre capacité à pouvoir décider tout en étant compétitif. Et je pense que c'est un enjeu capital. Voilà un exemple tout simple, mais ça c'est un sujet capital pour les producteurs. Ouais. Que je représente, je peux vous dire que c'est très gros dans les charges si on n'y fait pas attention. Vous aurez, j'imagine, l'occasion d'en reparler avec le président si jamais sûr, ça ne fonctionne pas. On évoque maintenant les actions pour mieux s'organiser et préserver cette souveraineté alimentaire. Vous avez commencé sur ce sujet-là. Leïla Raoult, selon vous, certaines dispositions de la loi Egalim jouent en défaveur d'une chaîne alimentaire qui crée de la valeur pour chacun de ses acteurs. Oui, à la FCD, on a une position assez favorable aux lois Egalim, mais on estime que elle ne fonctionne pas, en fait, que la philosophie de la loi Egalim ne fonctionne pas. La philosophie de la loi Egalim, elle reposait sur un triptyque assez simple, c'est-à-dire on va construire le prix en marche avant en partant des cours de ferme pour arriver dans nos magasins, en passant évidemment par les divers transformateurs, et on va sanctuariser la matière première agricole du cours de ferme au magasin. Et pour ce faire, on a dit, on va d'abord avoir un contrat de premier niveau avec plus de contractualisation dans les filières. Ensuite, on va avoir une transparence tout au long de la chaîne sur le coût de la matière première agricole et tout au long de la chaîne aussi. Pas de négociation de cette matière première agricole pour être sûr qu'elle soit bien sanctuarisée et rendue au cours de ferme. Ce qui évite d'avoir le débat selon lequel, puisque c'était évidemment pour protéger la rémunération des agriculteurs que tout ça a été fait, ce qui est évité en fait que les industriels et les distributeurs se renvoient la balle et que l'industriel retourne voir l'agriculteur en disant il a négocié trop fort monsieur le distributeur, donc je baisse ta rémunération.
Donc c'était un peu ça l'esprit de cette loi, hein, Egalim 2, hein, très, très prosaïquement, hein, c'était pas très compliqué. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'après le vote d'Egalim 2, il y a 0 filière de plus qui ont contractualisé, ce qui est quand même Oui. extrêmement dommage. À part dans le lait, on n'a quasiment pas de contractualisation, un peu dans les filières de la viande, mais sinon on a quasiment pas grand-chose. Et que la transparence, elle est malheureusement pas au rendez-vous, et ça, nous, on en fait un point évidemment extrêmement dur dans la négociation sur Egalim 4, puisque ce qu'on appelle cette fameuse option 3 ne permet absolument pas de connaître ni la valeur ni le volume de la matière première agricole, même pas agrégée dans le produit fini, ce qui est quand même problématique quand on est censé sanctuariser cela. Et encore, en plus, on passe par des experts comptables, des commissaires aux comptes pour justifier tout ça à travers des papiers qui n'ont aucun sens. Donc c'est vraiment un énorme problème, parce que non seulement ça nous offre aucune transparence. Bon, à la limite, on pourrait se dire, on s'en fout que le distributeur ne soit pas vraiment au courant de la réalité des choses, mais en réalité, ça ne permet pas aux producteurs non plus de savoir ce qui se passe au bout. Et en fait, nous, les manifs, elles sont sur nos parkings, donc on aimerait bien pouvoir dire aux producteurs, regardez, on a payé la facture, et celui d'avant, il a aussi bien payé la facture, et on n'est pas responsable de ce qui se passe. Et on n'est pas capable de faire cette marche avant correctement. Donc voilà, on aimerait simplement. On n'est pas pour légiférer à foison, parce qu'on voit bien que ces lois successives ont ajouté beaucoup de complexité, et on demande justement un peu de simplification à tous les étages et un peu de liberté justement pour les acteurs économiques. Sauf que les acteurs économiques eux-mêmes, hein, puisque c'est pas à notre échelon qu'on a demandé ce type de loi, elles viennent ajouter à chaque fois ce type de complexité. Donc il faut que les acteurs économiques, on soit un petit peu responsables dans ce qu'on demande, et qu'on ne demande pas effectivement des contrats de 150 pages avec des clauses qu'on n'arrive pas à appliquer nous-mêmes, pour se mettre des bâtons dans les roues les uns les autres, hein, puisqu'on sait bien qu'une partie du lobbying de chaque acteur, évidemment, est de pousser sa filière et de pousser sa production et d'aller embêter le voisin en faisant nous aussi voter des lois et des normes qui vont dans notre sens. Donc les acteurs économiques sont responsables de beaucoup de lois et normes qui embêtent le reste du monde. Vous pensez à ILEC, très concrètement? Non, là, je pense de manière générale, mais oui, je peux penser à l'ILEC sur le sujet des Egalim, parce que notamment la loi Egalim 3, la loi d'escrozaille, qui a été rédigée par l'ILEC, a évidemment ajouté beaucoup de juridisme en fait dans l'encadrement des relations commerciales. Donc l'ILEC représente le lobby des grandes marques, et évidemment que ça ne va pas dans le sens des PME et des ETI qui ont plus de difficultés à embaucher des tonnes de juristes pour pouvoir évidemment répondre à la demande de formalisme nouvelle des relations commerciales. Et donc il faut qu'on fasse attention, nous effectivement aussi, comme je disais, acteurs économiques, à être cohérents entre ce qu'on demande à l'État dans la simplification et ce qu'on fait nous-mêmes ou contre son voisin, parce qu'au final ça pénalise tout le monde, je pense, dans la relation, et qu'on a vraiment vocation, au-delà des positions sur les Egalim, plus de transparence, plus de machin. En réalité, cette loi, elle doit être vraiment nettoyée et simplifiée, parce que c'est un enfer juridique pour tout le monde. Et là aussi, nos acheteurs ne sont plus des acheteurs, mais sont des juristes. On parle plus du produit, on parle plus de la mise en rayon, on parle de clauses de révision de je sais pas quoi, et en fait on perd complètement l'intérêt, enfin je veux dire, du produit, quoi. Et on voit bien que ça tend encore plus la relation commerciale plutôt que de la rendre plus souple, alors que justement l'idée était quand même de pacifier un peu la relation, et on rentre dans un niveau de tension encore supérieur quand on s'intéresse qu'à des clauses juridiques. François-Xavier Huard, comment votre filière, la filière laitière, évolue au milieu des enjeux d'Egalim, et notamment avec cette question des indicateurs dans les contrats émis que ce produit? Alors, oh, j'ai l'impression que vous avez envie de dire un tas de choses. ah oui, vous avez 2 heures devant vous? Non. On va faire Allez, court. faites-le Non, synthétique. déjà, il faut se dire, Egalim 1, 2 et suivants concernent principalement la filière laitière, la filière bovin-viande et un peu les œufs. Une fois que vous êtes sorti de ça, il n'y a strictement, quasiment aucune autre filière concernée. Je parle sur la partie sanctuarisation MPA. Et même dans le lait, quand vous enlevez 40% à l'export, quand vous enlevez 20% RHD, ingrédients industriels, et que vous prenez uniquement les produits grande consommation, marque nationale, marque distributeur, c'est 40 à 45% de la collecte laitière. Donc c'est-à-dire sur 23 milliards de litres de lait, c'est à peu près 11 milliards de litres. C'est ça, Egalim. Sur la sanctuarisation MPA, contractualisation, 100% contractualisé. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, c'est pas des hurluberlus non plus.
disent la filière laitière est la filière la mieux structurée et la plus... Ça fait 10 ans qu'on contractualise, avant même Egalim 1, 2, depuis quasiment 2011, on est les premiers à contractualiser, à intégrer des indicateurs de coûts de production. La problématique, c'est pas la construction du prix en marche avant. Une petite musique qui dit ouais, le prix n'est pas construit en marche avant. C'est pas vrai, puisque depuis Egalim 2 et la non-négociabilité de la matière première agricole, le contrat signé avec l'organisation de producteurs inclut des volumes, une formule de prix avec des indicateurs sur lesquels on se met d'accord avec les organisations de producteurs. C'est pas la laiterie qui se lève un jour en disant tiens ça va être ça et c'est rien d'autre. 3, des clauses de révision et des conditions de production. Ce contrat il est signé pour 5 ans. Si le contrat est bien bâti, c'est là le vrai sujet, c'est qu'il faut renforcer la capacité des acteurs, notamment des organisations de producteurs dont certaines sont encore pas forcément totalement complètement au fait de tous les sujets, mais c'est normal parce que c'est des structures souvent récentes. Et quand vous prenez 6 lois en direct, sans service juridique derrière en l'espace de 11 ans, on peut comprendre que ça soit compliqué de négocier d'égal à égal sur des indicateurs souvent compliqués. Donc voilà, donc la construction, elle se fait en marche avant. Donc j'entends dire que ça serait une très bonne idée de pouvoir mettre une date butoir sur la contractualisation amont. Il faut être très clair. Si on fait ça, c'est remettre en cause Egalim 2, la contractualisation pluriannuelle sur 5 ans et la prévisibilité donnée aux acteurs. Ça veut dire que chaque année, on va devoir tous se remettre autour de la table avant les négociations commerciales et remettre en cause à la hausse ou à la baisse des choses qui ont été bâties pour 5 ans et pour donner la visibilité aux producteurs. Eh bien, je vous garantis que demain, des producteurs de lait, déjà qu'on en a moins, on n'en aura pas encore plus, parce que quand vous allez voir une banque et que vous allez demander à pouvoir avoir un crédit pour pouvoir faire l'investissement nécessaire, eh bien, quand vous n'avez pas de visibilité sur 5 ans et que chaque année, ça peut être remis en cause, eh bien, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Donc déjà, voilà, ma question, c'est plutôt déjà, plutôt que de refaire, enfin, une nouvelle loi, essayons déjà d'appliquer ou de simplifier, essayons déjà d'appliquer les lois actuelles, et notamment sur, je ne peux pas ne pas l'aborder, le fait que certains contournements de l'application de la sanctuarisation à l'EPA soient faits par des acteurs extra-européens. C'est dit. On ne va pas faire le débat sur Egalim, ce n'est pas le sujet, même si c'est vraiment une composante de la souveraineté alimentaire. Éric Thiroin, justement, la filière céréalière est hors d'Egalim à sa demande. Ben oui. Est-ce que débattre d'Egalim, c'est débattre de l'évolution de la PAC ? Non. Mais déjà, vis-à-vis de mes collègues, alors moi je ne vais pas répondre parce qu'effectivement, je ne suis pas dans les filières qui sont Egalim. Mais c'est dommage que du coup, on n'ait que des interventions à charge sur Egalim. Parce que, en fait, le problème de fond historique, c'est qu'il y a très peu de GMS et il y a plus de 400 000 producteurs. Et en fait, le problème, c'est le rapport de force. C'est ça le sujet. Après, effectivement, on y met des réglementations, on y met des trucs pour essayer de gérer, qui sont infernales. Nous-mêmes, on a ras-le-bol des réglementations. Donc j'entends parfaitement les remarques que vous faites. Mais le problème du fond, c'est qu'on n'a pas le droit aux ententes. Mais quand on est que le doigt d'une main pour... Enfin, il n'y a pas besoin de s'entendre pour peser. Voilà. Et quand on est 400 000 en face, voilà. Alors, non, mais je veux dire, pas de s'entendre entre vous, mais vous êtes tout seul. Vous n'êtes pas d'accord. Non, prenez le micro. Vous avez un quart du marché en discussion. Bah, c'est facile de poser sur 100 000 producteurs. Qu'on dise que le secteur, enfin qu'on puisse dire que c'est un secteur oligopolistique. Est-ce que vous voulez d'accord? Mais faites attention quand vous parlez d'entente. L'entente, c'est quand même un mot qui a un sens juridique. S'entendre, c'est interdit par la loi. Et on est justement au contraire un secteur extrêmement concurrentiel. Donc vous vous entendez pas, mais vous avez un quart du marché. Et les 400 000 agriculteurs, ils n'ont pas le droit de s'entendre. Et ils sont 400 000. Et donc 400 000 parts du marché. Et en fait, c'est ça le sujet de fond. Alors, si c'est Egalim, autre chose, etc., ce qu'on veut, mais en fait, l'histoire, c'est ça. Voilà. Bon, j'arrête là-dessus, effectivement, mais je ne pouvais quand même pas, je pense qu'il y a des laitiers qui écoutent et ils n'auraient pas supporté que je ne dise pas un mot. Donc du coup sur la PAC, non, mais la PAC c'est tout autre chose. Alors allons plus loin que le sujet des céréales. Évidemment pour les produits qui en découlent, comme la farine, l'huile ou les pâtes, est-ce qu'on peut vraiment dire que Egalim et PAC ça n'a rien à voir?
Oui, ça n'a rien à voir. La PAC, elle est là sur un problème, elle est européenne, et elle est là pour... alors, chacun a son discours. Il y en a, c'est pour la compensation des exigences environnementales, etc. Mais en fait, l'origine de la PAC, c'est de faire en sorte que les distorsions de concurrence qu'on a avec les autres continents, je parle des céréales, qui subventionnent, hein, quand vous prenez le Farm Bill, je peux vous dire que les subventions de mes collègues américains, elles sont colossales. Eh bien, on essaye de rééquilibrer les choses pour pouvoir être d'égal à égal sur le marché, de pouvoir être compétitif. Donc ça n'a rien à voir avec le sujet Egalim local, sur les GMS et sur la manière de faire. On est vraiment là sur de la géopolitique, on est sur quelque chose de mondial et de faire en sorte qu'on arrive à la compétitivité. Alors nous, on trouve que c'est pas assez, je l'ai dit tout à l'heure sur le budget, donc là, on a aussi des débats. Mais c'est vraiment un sujet d'essayer de retrouver un équilibre entre les différents continents. Bien évidemment, ces derniers temps, la PAC et donc la politique a essayé de donner réponse aux attentes sociétales, qui étaient des attentes sociétales vers du premium, vers des exigences de plus en plus fortes. Et donc, ils ont rajouté ce volet-là, de compenser, d'essayer de compenser, nous on n'estime pas à la hauteur, mais d'essayer de compenser le surcoût pour faire du premium et faire en sorte qu'effectivement on ait des produits d'excellence sur l'Europe. Yves Le Morvan, je vous voyais sourire, même parfois un peu rire. Vous nous dites pourquoi? Non, je ne pensais pas au poulet. Non. Je sais bien que vous pensiez pas au J'ai poulet. écouté la réponse d'Éric. Moi, je n'utiliserai pas les mêmes mots. Je dirais que PAC et Egalim, c'est complémentaire. Parce que, évidemment, l'objet est différent et surtout les leviers sont radicalement différents, bien entendu. Mais c'est quand même complémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on raisonne l'économie agricole et alimentaire, on raisonne, c'était la définition tout à l'heure de la souveraineté, système alimentaire. Alors, je suis d'accord pour dire qu'il y a deux étages, mais les deux sont absolument complémentaires, y compris quand on parle de rémunération du producteur, et les deux doivent bien coulisser et être efficaces. À l'étage PAC, il s'agit de se protéger vis-à-vis de concurrence totalement anormale et de soutenir à minima le socle productif, et à maxima, ça serait mieux. Bon. Egalim, c'est un élément absolument essentiel, c'est d'essayer de faire que la bonne foi soit vraiment la marque de fabrique des relations entre les différents maillons de la filière, pour que certains ne souffrent pas à certains moments, et d'autres à d'autres moments d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de tabou, selon les périodes et tout, ça peut être difficile. Surtout si on met les relations à trois, pour simplifier production ou industrie, distributeur, les couples à trois, en général, il y en a un qui trinque, ça dépend des périodes. Donc c'est pour ça que je souriais. C'est-à-dire que pour moi, c'est complémentaire, c'est différent, les outils sont différents, mais pour la rémunération, tous les maillons de la filière et également du producteur, les deux sont essentiels, même si évidemment, il n'y a pas de levier, notamment budgétaire, équivalent dans Egalim. La deuxième chose, peut-être à laquelle je pensais, c'est qu'il ne s'agit pas de critiquer Egalim, mais Eric a raison aussi là-dessus. Les deux premières lois, je veux dire, étaient consensuelles. On arrive à un schéma favorable à la contractualisation, un schéma où on veut, entre guillemets, sanctuariser les matières premières agricoles. J'aime pas d'ailleurs le mot matières premières agricoles, mais on comprend ce qu'on a évoqué. La problématique, elle est au-delà. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir de façon responsable des relations équilibrées, même si on est en compétition, sans se jeter en permanence à la figure des chiffres quand même négatifs, et sans que, on peut le dire aussi, les pouvoirs publics ne cherchent à pénétrer ce territoire en permanence. L'année 2023 a quand même été exceptionnelle. Début 2023, c'est la Egalim 3, si je reprends les propos de Léla, on va l'appeler comme ça. Fin 2023, c'est une deuxième loi, c'est la loi contre l'inflation alimentaire dans les produits de grande consommation, où en gros l'État mandate, excusez-moi des mots, la grande distribution pour qu'il y ait des paniers délivrés aux consommateurs à des prix réduits. Bon, c'est la même année. Donc à un moment donné, si on a une logorée législative aussi... Il y en a eu beaucoup plus que ça, en réalité, oui. Entre les chartes qui ont été signées, oui, les ça, paniers... Oui. Donc à un moment donné, la réflexion sur Egalim, il y a des effets qu'il faut reconnaître totalement positifs, consensuels, mais que par contre, Egalim, on est en train de réfléchir à Egalim 4. 4, oui. Il y a la loi de fin 23 que j'ai évoquée. 5, c'est pas obligatoire, c'est qu'à un moment donné, le levier sera ailleurs.
Il sera dans la responsabilité des producteurs et du vrai rôle de l'État de sanctionner quand il y a des comportements normaux. Et Merci le pour cette, deuxième oui, élément plus rapidement. structurant et plus long, mais beaucoup peut-être plus important, mais pour le politique c'est embêtant parce que c'est long, c'est renforcer le pouvoir des producteurs. Eric parlait de la problématique du droit de la concurrence et de maintenant des attentes. À la base, l'évolution serait là, en grande partie. Alors, le temps passe très vite et on va prendre un des questions. Mais avant ça, rapidement, afin qu'on puisse justement entendre les questions de la salle, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour savoir si vous êtes allé au bout des complémentarités entre les différents acteurs pour créer de la valeur dans la chaîne. On finit par quelque chose de positif. Qu'est-ce qui nous reste encore à faire? Éric Thirouin, à vous l'honneur. Allez, 1 minute, ça vous va? Oui, non. Est-ce qu'on a été au bout? Non, je pense qu'on n'a pas été au bout. Je pense que dans ma filière céréalière, on est organisé, on se cause, on a beaucoup d'éléments. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à travailler en interprofession pour arriver à faire en sorte effectivement qu'on se parle encore un peu plus sur tous les maillons de la filière jusqu'au bout. De façon à être plus efficace auprès de notre marché, qui peut être national, mais qui peut être aussi international. Bien sûr. Et là, il y a de très belles choses qui se font, il y a beaucoup de dialogue entre nous, mais non, on n'a jamais fini. Et je pense que Vous y travaillez? on y concret. travaille. Il y a des choses concrètes qui arrivent Oui, là-dessus? là, quand je vous parlais que je demandais au président de la République des assurances crédits à l'export, je parle aux exportateurs de céréales, je parle aux collecteurs de céréales, je parle à toute la filière Oui, en fait, bien sûr, bien sûr. et derrière ça. Et c'est moi en tant que producteur qui le fais. Donc oui, bien sûr qu'on a une cohésion dans la filière qui est très forte, mais on peut toujours faire mieux. Bien sûr. Leïla Raoult. Il y a un vrai travail à poursuivre effectivement dans ce qui se fait dans chacune des filières, pour regarder à chaque maillon comment on tire les filières et comment on crée de la valeur, évidemment, parce qu'on parle souvent de partage de la valeur, mais il faut la créer avant de la partager. Donc effectivement, c'est bien comme ça qu'il faut poser le problème, c'est comment on recrée de la valeur collectivement. Et je pense quand même sincèrement que avec un peu moins de bureaucratie qu'on s'impose nous-mêmes, acteurs économiques, et que l'État nous impose, tout en ayant des ambitions assez fortes quand même sur les sujets environnementaux et de qualité de la production, de bien-être animal, etc. On est capable de faire des choses, on est capable d'innover, on est capable de rationaliser, et on a une forme de millefeuille administrative, mais de millefeuille bureaucratique au sein même, nous, de nos organisations, au sein des diverses lois et normes, comme je disais, qui vont pas toujours dans le même sens, ou qui se superposent, ou qui s'entrechoquent, alors que c'est pour justement des buts plutôt positifs. Et il faut qu'on mette des priorités sur nos politiques publiques, et qu'on le fasse en choisissant les politiques publiques les plus efficaces aussi, parce qu'il faut aussi qu'on ait ce sens de l'efficacité pour l'atteinte des objectifs environnementaux. Alors moi, je vous demandais plus si vous étiez allé au bout des complémentarités. La responsabilité de votre secteur, la distribution, pour améliorer encore les choses. Notre secteur a évidemment une responsabilité énorme, c'est quasiment 40% effectivement des débouchés agricoles français. Donc on a une énorme responsabilité. On a un travail effectivement qui doit se poursuivre dans la partie de notre production, donc avec les MDD, puisque là on est quand même responsable effectivement de ce qu'on met sur le marché. Donc là il faut qu'on aille encore plus loin, et c'est vrai qu'on est dans une production de plus en plus qualitative, parce que c'est une demande extrêmement forte. Et avec notre amont, il faut qu'on sorte définitivement des Egalim, qu'on finisse ce chapitre pour pouvoir se concentrer effectivement, comme je le disais, sur le travail de filière pour aller encore plus loin de ce qui est fait jusqu'à présent. François-Xavier Huard, à vous le mot de la fin sur ces complémentarités. Vous l'avez rappelé, avant, on parle beaucoup de répartition de la valeur. Avant de répartir la valeur, il faut la créer. Et pour la créer, il faut qu'on ait un outil productif qui soit efficace et qui fasse des marges. Je suis heureux quand les producteurs de lait font des marges. Je suis heureux quand mes adhérents font des marges. Ils sont à 1% en moyenne, donc on a un peu de marge sur la marge, justement. Donc le travail qu'on mène, je crois beaucoup au travail interprofessionnel, quand on a une filière longue dans laquelle la distribution est présente, qui fonctionne, et sur lesquels on a notamment, je vous dis, sur les sujets décarbonation, un gros travail en cours, et sur lequel on doit avancer. Moi, j'ai 1 milliard à trouver pour aller à 35% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre en 2035. J'ai 3,3 milliards à trouver uniquement sur l'industrie laitière. Donc le sujet, il est là.
Et le sujet, il est aussi de pouvoir redonner de la valeur à l'alimentation et de changer le logiciel là-dessus pour faire en sorte que, et ça c'est collectivement, et là on n'y arrivera pas seul, nous, industrie laitière, on a besoin de tous les acteurs, à l'amont et à l'aval, pour faire en sorte que demain, on paye le vrai prix de son alimentation. Tout le monde veut de l'alimentation saine, durable, accessible, locale et autres. Il faut qu'on mette le vrai prix derrière à cette alimentation-là et qu'on conforte le savoir-faire qui est le nôtre et qu'on maintienne des filières alimentaires compétitives. C'est dit une nouvelle fois. Yves, quelle est la vision d'Agridé, évidemment, hein, sur les complémentarités, rapidement, pour qu'on puisse prendre des questions? Oui, rapidement. D'abord, dire que l'objectif maintenant dans le fonctionnement au sein des filières, c'est d'améliorer les phénomènes de coopération ou d'intercoopération. Il faut vraiment pousser à ça. Et que l'État joue son rôle, c'est-à-dire un rôle régalien, d'impulser, mais aussi de sanctionner, mais d'arrêter de vouloir tout modifier en permanence en suradministrant. Parce que si on a posé ces questions-là à Agridé, c'était aussi au travers d'un prisme qui était le questionnement de la souveraineté. Ce qu'on constate, globalement, pour toutes les filières où qu'on habite dans cette filière, c'est qu'on est en train de créer des mécanismes d'importation. On importe de plus en plus de produits, on importe de plus en plus de gaz à effet de serre. Donc, pour répondre à ça, il y a deux choses. Plus de coopération intrafilière et probablement aussi rassembler tous les acteurs. Parce que je ne vais pas critiquer Egalim, mais Egalim ne concerne pas tous les acteurs. Il y a des acteurs majeurs sur la distribution alimentaire et la consommation alimentaire qui ne sont pas présents. C'est en grande partie la restauration hors domicile. C'est pas loin de la moitié de la consommation alimentaire des Français. Et c'est vrai que si on veut être raisonnable, aller jusqu'au bout pour tirer les raisonnements sans totémiser finalement les comportements, il s'agirait de mettre vraiment tout le monde autour de la table et de susciter, de pousser à la coopération. C'est la vision d'Agridé qui demeure une vision optimiste pour l'économie agricole et alimentaire. On a ce sens-là, on est optimiste vis-à-vis de l'Europe et on est optimiste vis-à-vis de l'avenir de l'agriculture française. Merci pour cette note d'optimisme. On va prendre des questions. Je vais vous demander de les poser rapidement pour qu'on puisse en prendre plusieurs. Monsieur d'abord a levé la main et ensuite on ira vers vous, monsieur. Je vous laisse vous présenter. Bonjour. Bonjour, monsieur. Henri Biespéré, je suis agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques. Je suis membre du Conseil économique, social et environnemental. Et je participe aussi à un think tank, un autre think tank agroalimentaire, les éclaireurs, assez récent. J'ai bien aimé la franchise d'intervenants et je pense qu'on a fait moins de langue de bois que d'habitude, particulièrement les propos de Mme Raoult, que je ne connaissais pas, qui a été un peu cash, donc je vais m'adresser à elle. On oublie qu'avant les lois Egalim, il y a eu les assises de l'alimentation qui se sont conclues. Les ministres ont dit on ne va pas légiférer tout de suite, donc on va faire une charte. Et la FCD, la distribution, la main sur le cœur, a dit on s'engage, il n'y a pas besoin de loi, on va faire, vous inquiétez pas, on a bien compris le message. Et les discussions qui ont eu lieu juste après, les négociations annuelles ont été les pires qu'on ait connues de toutes les dernières années. Bon, ça s'est passé, donc le législateur a légiféré. Donc ma question, vous avez parlé tout à l'heure, le consommateur attend et est prêt à reconnaître l'origine. Pourquoi sur l'origine, la distribution n'est pas plus allante pour dire à toutes les entreprises agroalimentaires, indiquer l'origine et au moins le consommateur qui a envie de choisir l'origine France et de payer le prix France pourra le lire clairement sur les étiquettes, ce qui est loin d'être le cas. Et on voit que les enseignes ont plus facilement à faire du marketing direct que de clairement indiquer l'origine pour aider le consommateur. Merci. Alors, le palmarès de la plus mauvaise année de négociation, généralement, il est gagné tous les ans. Je ne suis pas sûre que cette année est gagnée, mais c'est pas grave. Non, pour répondre à votre question sur l'origine, ça vous a pas échappé qu'on vient de s'engager avec la ministre de l'économie et d'ailleurs certains industriels, je ne sais pas si la FNIL et les adhérents de la FNIL sont engagés, mais j'imagine que oui, dans une démarche sur l'origine info pour avoir une meilleure indication de l'origine des produits, justement pour laisser le choix au consommateur en indiquant les pays un à un, alors que effectivement la réglementation européenne aujourd'hui veut que ce soit UE, non UE. Donc là, on permet dans cet affichage
volontaire du coup parce qu'il ne peut pas être obligatoire parce qu'il ne correspond pas à la législation européenne, mais dans cet affichage volontaire effectivement de marquer l'origine des principales matières premières agricoles avec la liste des pays quand il y a plusieurs pays d'approvisionnement. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en train d'être déployé. J'espère que ça répond positivement à votre réponse. Et effectivement, l'origine n'est pas un gage de qualité, mais en tous les cas est un gage de transparence. Et évidemment, nous, on veut s'engager dans la transparence et on est complètement engagé dans ce processus. Et on sait bien que la ministre nous a bien poussé, comme elle sait le faire, Olivia Grégoire, avec ses paniers, ses idées. Elle a toujours des bonnes idées, et puis elle nous pousse assez fort pour y aller jusqu'au bout. Mais bon, c'est pour des choses positives, in fine, donc on s'engage. Elle nous a poussé parce qu'elle sait qu'on a une force de frappe avec les MDD, et que si nous, on déploie sur les MDD, forcément, les marques vont être obligées de suivre. Bien sûr. Et de bien sûr. déployer. Alors, oui et non, largement. puisque il y a plus de 90%, même plus, 98% des MDD qui affichent le score, le Nutri-Score, contre 40% environ des marques nationales. Oui, mais ça a permis justement de tirer quand même les on marques n'y est pas nationales encore. qui étaient à des chiffres beaucoup plus bas On n'y est pas avant, encore. et ça dépend effectivement des typologies de produits, mais on avance aussi sur le Nutri-Score, justement grâce au Absolument. MDD. Absolument. Et si vous aimez la franchise de Leïla, je vous propose de regarder son audition à l'Assemblée nationale qui est en ligne et qui est extrêmement intéressante. Monsieur. Oui, ma question s'adresse à M. Huard. Vous avez évoqué la nécessité de réduire le bilan carbone entre la ferme et la table du consommateur. Je voudrais savoir quel regard vous portez de ce point de vue sur la filière du comté qui privilégie la nourriture à l'herbe et la limitation des tourteaux. Savoir aussi si vous pensez qu'on peut s'en inspirer dans d'autres régions. Je pense notamment à la Normandie qui a 4 fromages AOP, un lait, la crème et le beurre de bonne qualité. Une race bovine qui a trop reculé, sans doute la race normande, au profit de la Primolstein. Donc j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. Merci, monsieur. J'ai affaire à un connaisseur. Absolument. Donc, alors, d'ailleurs, je suis très heureux. éclairez-nous parce que tout le monde ne connaît pas. Tout le monde aime le je vous comté laisse aussi. recontextualiser. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Alors, le constat qu'on a fait quand on a travaillé le sujet décarbonation en filière, c'est qu'il n'y a pas une solution unique, c'est qu'il y a un ensemble de leviers. Vous en avez évoqué plusieurs. La question de l'autonomie protéique est essentielle dans les fermes. Et c'est pour ça qu'on a quand même une chance, quand je dis que l'élevage laitier français est une solution, c'est que la polyculture élevage est aussi un élément de solution qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Vous avez parlé de la génétique. Ce n'est pas un sujet de grande écoute, mais malgré tout, c'est vrai que la génétique, la conduite du troupeau, la conduite aussi des vélages dans les élevages laitiers est aussi un élément dans lequel, avec moins de vaches, on peut arriver à faire moins d'émissions, mais garder une production laitière. C'est difficile à faire comprendre dans le grand public, mais c'est vrai que c'est des éléments très importants. Donc oui, le comté peut utilement être donné un exemple et être cité en exemple face à d'autres bassins laitiers historiques, comme notamment les bassins normands ou bretons. Et voilà, donc il faut qu'on adapte en fait les leviers, qu'on les chiffre, ce qu'on est en train de faire. On est en train de chiffrer pour pouvoir aller voir aussi les pouvoirs publics et leur dire, écoutez, nous on est prêts à s'engager. On est en train de travailler aussi à un accord interprofessionnel, à un socle commun dans lequel on se mettrait d'accord en filière sur un accord du paiement du lait, non seulement à la qualité, mais aussi à la décarbonation, parce que ces efforts-là doivent être payés. Et les entreprises seraient libres d'aller encore plus loin. Et pour arriver à ça, il faut qu'on puisse chiffrer et savoir combien tout cela va nous coûter. Mais la filière comté et le comté en est un très bon exemple. Et vous reviendrez sûrement nous en parler. Madame. Alors ma question va être un petit peu redondante. Emmanuel Bourg-Poitrinal, CGR, ministère de l'Agriculture. Quand vous avez évoqué les modèles économiques pour la souveraineté alimentaire, effectivement, vous n'avez jamais parlé des paiements pour services environnementaux. On vient d'en parler là. Derrière moi, il y a eu donc la question aussi de la valorisation des origines. Est-ce que les paiements pour services environnementaux sont pour vous un gadget, ou est-ce que vraiment on va pouvoir utiliser cet outil de façon structurelle dans de nouveaux modèles économiques agricoles? Merci pour cette question. Un élément, parce que j'ai évoqué le socle commun qu'on bâtit en interprofession. Dedans, en fait, c'est un paiement du lait demain qui doit être sur la transition écologique. Donc il y a la décarbonation qui est un élément, il y a la gestion de l'eau
que ce soit dans les fermes ou sur nos sites industriels. Et il y a également la partie biodiversité. Je suis désolé que quand un éleveur maintient du pâturage, maintient des haies et entretient ces haies-là, c'est un soutien à la biodiversité. Et ça doit se traduire également derrière par un accompagnement de ces mesures, y compris dans le cadre du financement ou du paiement. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on est en train de bâtir et qu'on est en train de discuter en interprofession et en filière. Merci, monsieur. Oui, Xavier Leprince, sympathisant agridé et aussi d'origine laitière. Question sur la souveraineté alimentaire. Est-ce que les discussions qu'on a aujourd'hui sur la transparence, en particulier sur le logo F sur certains emballages, va être suffisant pour mettre en place une souveraineté alimentaire, ou est-ce que c'est une complication de plus par rapport au consommateur qui devra lire beaucoup de choses sur l'étiquette et parfois rentrer à la maison pour lire avec son QR code si tous les produits viennent fabriqués en France ou autre, on va dire, provenance. Donc je ne critique pas le système, bien entendu, mais je me demande si par rapport au grand sujet de la souveraineté alimentaire, on n'a pas aussi d'autres débats à avoir encore plus importants que celui-là. Vous voulez répondre, là, sur cette transparence ? Effectivement, c'est une très bonne question. Est-ce que la position de l'origine sur les packs va permettre d'améliorer l'achat made in France? Si c'est ça la question, on verra bien. On verra bien, mais ce qui est important par contre, c'est qu'on fasse cet effort de transparence parce que le consommateur a le droit de savoir, il ne faut pas qu'il se sente lésé, trompé, floué. Effectivement, voilà, je pense qu'il y a une appétence évidemment au Made in France, nous savons, parce qu'on est un grand pays de gastronomie et qu'on a confiance en notre production amont dans notre pays, et tant mieux, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais effectivement, comme on disait, une origine n'est pas un signe de qualité, c'est simplement une indication pour pouvoir... voilà. Par contre, je me permets de revenir sur votre question qui était une double question, puisque vous parliez aussi de la quantité d'informations en pack qui devient de plus en plus compliquée. Effectivement, avec les informations environnementales, nutritionnelles, d'origine, toutes les mentions obligatoires sur le recyclage des déchets, etc., ça devient un petit peu illisible. Et il faut qu'on travaille là-dessus parce qu'on continue à additionner effectivement des affichages sur les packs. Il y a une grande révolution qui est en train d'arriver qui s'appelle le QR code augmenté qui va permettre effectivement de retrouver toute l'information produit. Bon, alors il faudra maîtriser malheureusement les outils digitaux pour pouvoir avoir toutes ces informations, mais ça permettra effectivement de classifier, d'être un peu plus, que ce soit un peu plus facile maintenant pour le consommateur de s'y retrouver au milieu de tous ces labels et de ce pack qui devient de plus en plus compliqué. Franchement, il n'y a plus de place sur les emballages. Absolument. C'est vraiment extrêmement complexe. Et il y a aussi cette démarche, Origine Info, qui vient apporter des éléments. Allez, on va prendre une dernière question, monsieur. Oui, merci. Bertrand de Gardel, pareil, je suis un sympathisant agridé. Moi, j'ai la question, est-ce qu'il ne faut pas, au niveau de la souveraineté alimentaire, se spécialiser dans une production ou au contraire faire toutes les productions et peut-être le vieillage d'âge de dire lorsqu'on fait trop de choses, on est moyen dans toutes ces choses. Voilà, c'est une simple question. Ça me fait penser à la Hollande qui s'est spécialisée dans les fleurs, premier producteur mondial. Le Danemark, alors la France reste à la France, mais est-ce qu'il n'y a pas une spécialisation à mettre en place? Question ouverte. Et faire le deuil de certaines Peut-être, productions. pourquoi pas. Pourquoi pas? Qui souhaite... vous avez envie de faire le deuil? Non, c'est une question souvent qui est posée et qui est importante, mais je pense qu'en fait, il faut rester... Enfin, moi, je suis contre l'extrême. Je suis contre l'extrême de dire on va tout spécialiser, on va tout diversifier. C'est pas vrai. Il faut rester relatif. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut d'abord être compétitif. Pour être compétitif, on est compétitif là où il y a des éléments pour l'être. Donc forcément, on va se spécialiser ou on va développer plus telle ou telle chose. Mais il est important aussi que sur un territoire, la France ou un territoire, l'Europe, on puisse avoir effectivement un accompagnement. Et la PAC peut jouer aussi ce rôle-là, de faire en sorte que notre spécialisation ne nous rende pas dépendants sur un certain nombre de choses totalement. Voilà. Et donc quand on a des sujets cruciaux, on l'a vu sur les médicaments, on les a vus, c'est pareil sur l'alimentaire, il y a des points sur lesquels c'est crucial et il faut qu'on puisse diversifier. Donc je suis pas pour
je suis pas excessif. Je pense qu'il faut être à mesure gardé par rapport à ce genre d'éléments. Et voilà, c'est une question de bon sens. On va pas faire de café parce qu'il n'y a pas de café. Il va pas, bah non, on va pas être compétitif. Il y a un moment donné, il faut rester raisonnable. Par contre, il y a d'autres éléments essentiels où c'est important qu'on mette le paquet pour qu'on puisse développer un peu de cette production et un peu de cette autonomie. Et, voilà. et la coexistence entre les différentes... Voilà. Et comme moi, je pense aussi qu'on est sur un milieu ouvert. Quand on importe du café, il faut qu'on puisse exporter autre chose et trouver un équilibre. Voilà. Voilà. Pardon. Oui, on peut faire du thé en Bretagne. On fait des tas de choses. On fait des tas de choses en Bretagne. Même... Vous voyez, moi, je suis dans un département, l'Eure-et-Loire, qui s'est construit sur l'exportation avec le port de Rouen, avec Ucasel, pour ceux qui ont un peu l'histoire. Et aujourd'hui, en fait, en 10 ans, on est passé, les agriculteurs de mon département sont passés sur des productions circuit court. Donc, c'est vraiment tout l'inverse de l'export. Et des agriculteurs qui sont en circuit court, en 10 ans, on est passé de 4% des agriculteurs de mon département à 12%. Donc on voit, faut pas dire faut tout faire comme ci, faut tout faire comme ça. Il y a de la place et je pense qu'il y a de la place à la diversité. Alors on va prendre les 2 dernières questions et on va les donner à des femmes. Bonjour, Annie Charlet, je suis l'ancienne. J'ai travaillé dans un établissement public qui dépend du ministère de l'Environnement et je suis juriste. Et il y a une chose qu'on a beaucoup attaqué les juristes, la complicité, voilà, avec les difficultés. Et ce que je peux dire, moi, en ayant été au ministère de l'Environnement, c'est que c'était pas du droit de juriste qui était fait, mais du droit d'ingénieur. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de complexité dans les textes, parce qu'il fallait toujours rajouter une formule et tout ça. Et c'était les ingénieurs qui demandaient ça. Ouais. Et en fait, ils se passaient complètement des juristes. Voilà. Donc s'il y avait un peu plus de juristes, on rééquilibre la faute aussi aux ingénieurs. Madame. Alors, préciser, on n'a rien contre les juristes, rassurez-vous, ni les ingénieurs. Ni ingénieurs. Ouais. Je sais bien. Alors ma question, enfin voilà, elle n'est pas forcément pour l'un ou pour l'un d'entre vous. Je vous en prie. Récemment, à l'Assemblée, on a voté une loi pour le renouvellement des générations. Enfin voilà. Pensez-vous pas qu'on a pris la question à l'envers? On aurait d'abord dû travailler sur le revenu agricole pour susciter des vocations. On aurait dû travailler sur cette souveraineté alimentaire pour faire en sorte qu'on retrouve des savoirs, on retrouve des compétences sur notre territoire. Alors je vais prendre comme exemple les coproduits, la laine, le cuir, tout ça, on savait le faire sur notre territoire. Aujourd'hui, on a perdu le savoir. Alors, ma question, c'est plutôt, ne prend-on pas le problème à l'envers? Recréer des savoirs et redonner de la valeur à notre agriculture pour susciter des vocations et retrouver un revenu agricole pour faire en sorte que les jeunes qui veulent s'installer demain puissent se dire « je peux vivre de l'agriculture et je peux vivre de quelque chose de concret. Je ne vis pas aujourd'hui d'un rêve parce que je sais que mon mari ou les générations bien avant s'installaient parce qu'il fallait reprendre l'exploitation et on vivait plutôt avec un rêve. Mais je veux m'installer parce que demain, je peux faire vivre ma famille grâce à l'agriculture. Et entendu. Voilà. Alors, il me semble qu'il y a déjà des aides pour l'installation quand même des jeunes agriculteurs. Et Yves, n'hésitez pas à ajouter, et je vous laisserai finir. Non. Ça marche, tout marche. Oui, c'est difficile de répondre à votre question. On est amené à critiquer peut-être le débat au sein du législatif. Ce n'est pas l'occasion aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on met d'abord des chiffres et qu'on réfléchit ensuite sur le levier, il y a des questions à se poser. Ça vaut certes pour le chiffre que vous venez de citer, ça vaut sur le nombre d'hectares prospectifs pour le développement de l'agriculture bio, etc., etc. Ce qu'il faut regarder, ce sont non pas des objectifs, mais effectivement les leviers concrets qui sont mis à disposition pour arriver à cette situation-là. Ça peut être effectivement un peu perturbant de voir que l'affichage devrait être une conclusion et non pas une introduction, disons-le comme ça. Oui, un élément de réflexion. Alors, évidemment, le revenu est un élément majeur. Personne ne s'installera uniquement pour vivre d'amour et d'eau fraîche, on est bien d'accord. Mais quand on regarde, on a un baromètre du moral des éleveurs dans la filière laitière. Et quand on regarde les données et qu'on pose la question « qu'est-ce qui vous ferait
arrêter ou diminuer votre production laitière, les prix ne viennent pas en premier. Le premier élément, et ça c'est un élément générationnel à prendre en compte, c'est l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Et Comme on voit des tous les jeunes arrêter, alors qu'ils sont en robotisation, qui fonctionnent plutôt bien avec des prix corrects, arrêter parce qu'à un moment donné, ils ne veulent pas, excusez-moi du terme, s'infliger ce que leurs parents ou leurs grands-parents ont fait. Ils veulent des week-ends, ils veulent à un moment donné pouvoir souffler, et ils veulent une condition de vie que beaucoup de leurs amis, cousins, proches ont, et que eux ne peuvent pas s'offrir. Oui. Alors, et donc voilà, donc le revenu c'est une chose, l'équilibre vie pro et vie perso c'est un élément important qu'il ne faut pas oublier. Qu'on constate dans tous les secteurs et pour tous les jeunes. Il n'y a pas de raison que l'agriculture et l'élevage ne soient pas concernés. Absolument. Je vous laisse répondre et terminer. Donc il y a effectivement les conditions de vie, mais l'autre critère, et qui dans beaucoup d'autres productions vient en premier, c'est la réglementation. La réglementation, en fait, qui empêche, hein, c'est vraiment les normes, et c'est vraiment stupéfiant, parce que même quand les revenus... Les ingénieurs. Je n'ai pas dit c'était des normes juridiques ou agronomiques, ou ingénieurs, mais bon, c'est vraiment à chaque fois, et même dans les pires crises, le mot qui arrive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est des chefs d'entreprise, et on veut pouvoir entreprendre, et en fait, sans arrêt, on se sent empêché d'entreprendre. Et donc moi, je vous rejoins, madame, l'urgence qu'on attend aujourd'hui, la LOA, il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes, il y aura des amendements, des débats, voilà. C'est une loi, je dis, c'est pas vraiment une vraie orientation, c'est pas un truc révolutionnaire qu'il y a dedans, mais il y a des bonnes choses. Non, ce qui nous manque, c'est une loi sur la compétitivité. Et la compétitivité qui doit nous laisser de la liberté d'entreprendre et de nous retrouver ce goût d'entreprendre. Et ça, pour le coup, il y a des promesses, il y a des déclarations d'amour, mais il n'y a pas de preuve d'amour sur ce sujet-là. Merci d'avoir rebouclé. On finit sur l'amour, absolument. Tout est une question d'amour, et vous pouvez témoigner de cet amour que vous avez eu à entendre nos invités. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse rejoindre la salle. Merci.